invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin est avec nous ce soir, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bienvenue. Frédéric Rollin est avec nous également ce soir, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et compagnie, nous accompagne également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bienvenue. Le thème du jour, le thème du mois de mai peut-être, c'est le thème du pic. Le pic d'activité aux États-Unis, le pic des résultats pour les grandes entreprises, le pic de la vaccination peut-être, le pic de la liquidité banque centrale éventuellement. Vous voyez, le thème du pic qu'on peut décliner sous plein d'angles possibles. Ce thème du pic qui est quand même alimenté par cet indicateur qu'on a vu aujourd'hui aux États-Unis, l'ISM manufacturier, qui semble avoir marqué peut-être un sommet. Le chiffre d'un mois ne fait pas une tendance, mais on a quand même, pour la première fois depuis longtemps, une surprise négative majeure sur un indice d'activité américain. Je parlais des limites physiques de la reprise. Est-ce qu'on y est, Frédéric Rosier ? Alors je vais laisser parler les économistes sur l'ISM, mais sur les marchés, c'est vrai qu'il y a plein d'indicateurs aujourd'hui qui arrivent à des niveaux records. Alors on a eu des publications qui, certes, étaient sur des niveaux record en termes de le consensus, voilà, de surprise, en termes de surprise économique ou de surprise microéconomique. Donc là, effectivement, sur le S&P, ce matin, on avait plus de 300 sociétés qui avaient publié. On avait quasiment 70% des sociétés qui avaient à la fois le PS, donc les bénéfices, et également le chiffre d'affaires au-dessus du consensus. Donc c'est remarquable. Par contre, surprise, impact négatif lorsque les sociétés publient au-dessus. On l'a vu encore, hein. Si on regarde bien l'évolution, on parlera tout à l'heure d'Apple, mais Apple est en dessous de son niveau de publication. On voit Amazon qui est à peu près sur les niveaux. En Europe, des STM, des résultats extraordinaires. Le titre est largement en dessous de ses publications. Dassault Systèmes, c'est la même chose. Donc on voit bien qu'on a du mal quelque part avec ces bonnes surprises. Frédéric, c'est documenté et de manière quantitative. C'est-à-dire que les entreprises qui ont pourtant publié des résultats très au-delà des attentes, le marché s'est plutôt servi de ces publications comme prétexte pour vendre la nouvelle, alléger les positions. C'est comme ça que ça se passe maintenant sur les 2/3 de la période de publication. Effectivement, on vend la nouvelle parce que les résultats, regarde, sur un an, c'est 40% de progression des bénéfices aux États-Unis sur le S&P. Et on est 20% au-dessus du niveau pré-Covid en Q1 de 2019. Donc il y a tout, effectivement, qu'on donne ce genre d'informations pour penser que le marché va continuer sur une dynamique positive. Oui, mais on a aujourd'hui une exposition action qui est quasiment sur des niveaux records dans les allocations. C'est-à-dire que les grands allocataires aujourd'hui ont poussé le curseur sur un niveau quasiment historique. BofA donnait à peu près 65% d'exposition à action. On a les hedge funds aussi, qui sont sur un niveau de levier, leverage, qui est de 100% de l'actif. Donc on est déjà super investi. Donc on se dit, effectivement, qu'est-ce qui va donner cette énergie supplémentaire pour aller battre record sur record? On voit que les résultats ne suffisent plus aujourd'hui pour le faire. À l'inverse, c'est vrai que les déceptions peuvent entraîner. Quoique la particularité de ces publications, les déceptions ont un peu moins affecté à la baisse les sociétés. On est même sur un niveau plutôt haut de résilience des sociétés qui publient des résultats en dessous des attentes. Si je traduis, ça a plus baissé quand les surprises étaient exceptionnellement bonnes que quand elles étaient légèrement inférieures en relatif. D'accord. Alors, qui s'explique aussi, par honnêteté, on va aussi expliquer ce mouvement qui est dû essentiellement quand même à la rotation sectorielle que nous avons en ce moment. C'est-à-dire qu'on voit bien le Nasdaq est en baisse aujourd'hui, qu'on commence à plafonner sur la thématique croissance et que le repricing quelque part des thématiques value aujourd'hui sur lesquelles il y a des fois des surprises un peu moindres, finalement limite la casse. Donc voilà, on explique un peu ce mouvement par la rotation sectorielle. Ouais, très intéressant. Bon, le sujet du pic, moi je veux bien qu'on redise un mot quand même de l'ISM manufacturier du mois d'avril. Vincent, je ne sais pas s'il y a des éléments intéressants. Il faut rappeler comment ça fonctionne. Donc le directeur des achats reçoit le questionnaire et c'est chaque fois oui ou non. Est-ce que votre business s'est amélioré? Et puis il y a plein de sous-questions sur est-ce que les prix que vous payez pour produire sont plus élevés ou moins élevés que le mois précédent. Sur l'emploi également, on a le même schéma de questions. Est-ce que vous trouvez plus facilement des employés aujourd'hui? Est-ce que vous allez recruter demain? À chaque fois, c'est un système de questionnaire assez simple. On pondère tout ça et plus on tend vers 100, plus tout le monde est content de la situation. On était à 65 autour pour l'ISM manufacturier au mois de mars, ce qui est un niveau extrêmement élevé d'expansion, de rythme d'expansion. Le marché où les économistes attendaient que l'indice soit à peu près stable en avril, autour de 65, on reste sur une dynamique très positive en termes de reprise économique aux États-Unis et
boum, petit accident. Et encore une fois, dans le contexte actuel, c'est rare d'avoir une surprise aussi négative sur un indicateur économique aux États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit, Vincent ? Bon, l'ampleur, je pense qu'il faut la mettre dans le contexte d'une période économique inouïe, jamais vue à nombre d'égards. Donc c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile, en tant qu'économiste, d'émettre des suppositions par rapport à la tendance. On le faisait d'ailleurs en off avant que l'émission commence. Je pense que c'était éminemment difficile. Par rapport à est-ce que c'est le pic conjoncturel aux États-Unis, pour ce cycle, je pense que le premier trimestre 2021 l'était sans doute. C'est-à-dire que si on fait finalement des comparaisons à cette année par rapport à l'an passé, le pic de la croissance était au premier trimestre 2021. Après ça, on va avoir quelque chose qui va se tasser. Ceci est dû notamment au fait que, en tout cas, le focus des autorités en termes de relance budgétaire, il a été essentiellement au premier trimestre. Rappelons-nous, l'échec aux Américains, la revalorisation des allocations chômage, beaucoup de dépenses dans les soins de santé et autres ont été consentis fin de l'an passé, début de cette année. Donc réellement, pour les entreprises interrogées, ces dernières semaines, ces derniers mois, évidemment, l'enthousiasme allait croissant puisqu'il y avait davantage de mesures budgétaires qui étaient déployées et que parallèlement, la campagne de vaccination battait son plein aux États-Unis et qu'on réouvrait l'économie. Donc, il est vrai, on ne voyage plus évidemment, mais enfin, toutes nos connaissances qui se trouvent outre-Atlantique nous rapportent évidemment la vie qu'il y a là-bas, Disneyland qui réouvre, les rues de New York qui sont bondées, enfin, toutes des choses qu'évidemment à Paris on rêverait de voir et qui ont alimenté évidemment l'enthousiasme de ces entreprises. Donc oui, le pic, il était en premier trimestre 2021. Ce sera intéressant d'ailleurs pour la suite de la discussion par rapport aux thématiques de taux et d'inflation et de soutien pour les marchés, qui peut, en tout cas, concepts qui peuvent en découler. Cela étant, le reste de l'année devrait rester évidemment très positif aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une croissance en berne. La réouverture continue. Il y a encore pas mal de pans de l'économie qui sont pas encore, qui tournent pas à plein rendement. Donc ceci soutiendra encore la croissance dans les mois à venir et le gouvernement est toujours bien là. L'enthousiasme du moment, c'est le plan d'infrastructure. Janet Yellen le dit, ce sera ventilé sur 10 ans. On va retourner dans de la relance budgétaire beaucoup plus classique, dont l'impact économique ne se fera sentir que peut-être au mieux pour le prochain président. Donc, modérons aussi, je dirais, les conclusions qu'on peut en tirer sur l'inflation, sur les taux et sur les marchés. L'Europe aura en tout cas son mot à dire économiquement, puisque finalement on a été en retrait sur la vaccination, sur la relance. On aura notre pic probablement dans un trimestre ou deux après les États-Unis. Au cours de l'été ? C'est ça l'idée, si on essaye d'avoir un calendrier en tête. On doit tous laisser notre casquette d'économiste ou d'expert de marché et endosser celle de virologue. Mais enfin, la campagne de vaccination bat son plein dans pas mal de pays européens. Je pense qu'on peut tous sur ce plateau, et j'espère vous être vaccinés d'ici cet été et qu'on habite au sud ou au nord de l'Europe. Et les cas diminuent. Donc la réouverture au second semestre semble quand même quelque chose sur lequel nous, opérateurs de marché, peuvent tabler. Mais encore une fois, et je reprends par exemple les propos du vice-président de la BCE, Luis de Guindos, qui dit, tiens, par exemple, ça peut être un guide pour la Banque Centrale Européenne. Quand on arrive à 70% de vaccination dans la population adulte, peut-être que ce sera le moment pour la BCE de retirer une partie du soutien monétaire qu'elle offre. Pour le marché, cette idée de pic, que ce soit le pic d'activité, le pic de vaccination, c'est un moment important quand même. Le marché est sensible à ces dérivés secondes, comme on dit. Certes, je pense que les deux banques centrales, Fed et BCE, ont été excellentes dans leur communication. Fed d'ailleurs, il fallait quand même anticiper cette idée finalement d'inflation temporairement au-delà de l'objectif. Et temporairement, on verra s'ils ont été justes là-dedans, mais en tout cas préparer le marché et que inflation au-dessus de l'objectif ne voulait pas dire arrêt de la politique monétaire accommodante. Je pense que les questions se posent davantage aux États-Unis qu'en Europe. Je pense que le risque inflationniste est en Europe, en tout cas de mon point de vue, moins élevé. Moins de stimuli budgétaires. Objectivement, on ne fait pas 2002 trilliards de relance budgétaire. On a péniblement nos 850 milliards, dont la moitié sont des prêts, je le rappelle. L'autre moitié va être ventilée dans les États membres, évidemment, et ce, pendant 6-7 ans aussi. Donc, l'impact en termes d'activité économique sera moindre. L'Europe, plus que les États-Unis, a besoin de taux bas, notamment parce que ces taux sont répliqués par les institutions financières et donc aux entreprises. Les entreprises européennes dépendent pour 2/3 de leurs besoins de financement des banques européennes. Aux États-Unis, ces 2/3 dépendent des marchés. Donc, je dirais, voilà, lorsqu'il y a de l'appétence pour le risque maintenant, comme on le voit sur les marchés, ça soutient les marchés de crédit, ça abaisse les coûts de financement des entreprises américaines.
américaine. En Europe, c'est plutôt la BCE qui a la main sur la tarification, évidemment, des prêts aux entreprises. Et on sait que nombre d'entre elles, il n'y a qu'à se promener dans les rues de Paris pour le voir, sont encore dans de grandes difficultés pour l'instant. Donc je pense qu'il faut que la BCE donne du temps à ces entreprises de se refaire une santé. Bon, Frédéric Rollin, là on fait un peu le tour d'horizon de la situation au début de ce nouveau quadrimestre sur les marchés. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à l'analyse et toujours cette idée du pic là. Est-ce que le thème du pic, c'est quand même quelque chose d'important pour les marchés, pour les investisseurs, pour la dynamique de marché qui est encore devant nous? Et je crois que ce qui est intéressant aussi dans le chiffre de l'ISM, c'est peut-être un pic économique, mais aussi peut-être un pic de bonnes nouvelles. On a l'impression quand même, on est arrivé en début de l'année, les marchés étaient déjà quand même assez richement valorisés, puis Biden, des plans, 1000 milliards, 2000 milliards, 3000 milliards, etc. Ça ne cessait d'augmenter, la vaccination avance, en géopolitique tout est calme, Joe Biden avait dit, je vais d'abord réunir un peu mes alliés, puis ensuite je vais peut-être partir en confrontation, et finalement on a eu, en tout cas par rapport à l'ère Trump, quelque chose d'assez sensiblement plus calme et moins inquiétant, et la Fed continue à nous dire, écoutez, tout va bien, je mets des liquidités, l'inflation, c'est un phénomène temporaire cette fois-ci, je vous l'assure. Donc, au fond, on a toutes les bonnes nouvelles possibles, et puis on se demande, et puis les résultats aussi, qui sont excellents. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux? Et là, on commence à un peu se poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux aujourd'hui? Alors, peut-être en Europe. En Europe, effectivement, là, en tout cas, la démonstration que cette reprise qu'on attend arrive, ça peut être pas mal. Au Japon aussi, on peut avoir ce type de nouvelles encore bonnes. Mais aux États-Unis, ça paraît difficile. Et quand on regarde en plus le positionnement des investisseurs aujourd'hui, alors il y a eu par moments beaucoup d'enthousiasme. On a vu l'affaire GameStop, c'est le YOLO, You Only Live Once, on ne vit qu'une fois, on a $100, on peut acheter une citrouille, et bien non, on va acheter des calls sur une action et on va avoir un carrosse. Donc voilà, et puis tout ça s'est accumulé. Quand on regarde les positionnements des investisseurs donc particuliers ou des investisseurs professionnels, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est là, acheteur, et donc à attendre la prochaine bonne nouvelle. Nous, on commence à se poser la question là-dessus. Effectivement, on se demande si on n'est pas, au moins temporairement, parce que malgré tout, quand même, l'activité est là, la croissance bénéficiaire est là, mais au moins, donc on n'est pas non plus, on marche pas sur les nuages, mais temporairement, peut-être une consolidation, un pic de marché, parce que on ne sait plus quelle bonne nouvelle, il peut y en avoir, mais quelle bonne nouvelle encore on pourra attendre. Et puis qui pourrait acheter d'ailleurs sur cette bonne nouvelle si pratiquement l'intégralité des investisseurs aujourd'hui est appuyée sur le champignon et déjà aux limites de vitesse. Ce qui est intéressant, alors quand on regarde les marchés obligataires qui sont quand même la caisse de résonance de toutes ces dynamiques macro, croissance et puis les anticipations d'inflation, le mois d'avril a été très intéressant parce qu'on a vu une stabilisation des taux longs américains, même un petit peu en dessous du pic qu'ils avaient pu atteindre fin mars à 1,75 plus pour le 10 ans américain. Et dans le même temps, on a vu les taux longs européens, l'Allemagne, mais les autres également, qui avaient plutôt tendance à remonter, à poursuivre leur remontée au cours du mois d'avril. Comment vous interprétez alors ce mouvement de va-et-vient ou de passage de relais? Est-ce que la remontée des taux longs, par exemple en Europe, qui a été le cas du mois d'avril, est-ce que c'est un signal de confiance des investisseurs vis-à-vis de la reprise européenne à venir? Est-ce que ça peut être un danger pour le marché européen? Alors, on a l'impression que c'est une séquence, en fait. D'abord la Chine. Oui. Et puis il faut repartir de la Chine. On repart de la Chine. D'ailleurs, tout a commencé là. Avec, au début, une relance très très forte, et puis donc aux taux. Ensuite, les États-Unis. Les États-Unis ont une amplitude quand même de hausse des taux qui est très supérieure à celle de l'Europe. Et puis maintenant, on songe à l'Europe. Pour nous, c'est quand même peut-être deux histoires un petit peu différentes, parce que aux États-Unis, donc les taux ont déjà quand même bien remonté. Pour nous, ils peuvent encore un petit peu remonter sans trop inquiéter. Mais en tout cas, on pense que la discussion sur l'inflation, même si on va être nous plutôt modérés dans cette discussion, en tout cas la discussion sur l'inflation risque de devenir plus vive, tandis qu'en Europe, au fond, le risque inflationniste, même si les chiffres d'inflation d'ailleurs on les voit remonter, mais le risque inflationniste est très très inférieur, et donc il nous semble que de toutes les façons la BCE aujourd'hui a tout le loisir, même s'il peut y avoir quelques dissensions internes, en tout cas tout le loisir pour maintenir quand même une politique monétaire ultra accommodante avec des taux proches de zéro. Du côté des États-Unis, du côté de la Fed, on écoute Powell, mais on écoute aussi Kaplan.
Et Powell, c'est celui, Dallas. c'est lui qui a les responsabilités, donc il nous dit tout va bien, vous ne vous inquiétez pas, etc. Mais vous avez ceux qui votent pas, comme Kaplan, mais qui regardent de près et qui disent oui, quand même là, il y a un petit peu d'inflation, peut-être va falloir parler de tapering un petit peu plus rapidement. Et donc je pense que cette discussion va se renforcer aux États-Unis. Donc le risque sur les marchés actions et obligataires aux États-Unis nous paraît en tout cas plus important qu'en Europe, malgré ces mouvements récents. Donc on aura dépassé le momentum de croissance, le pic de croissance, mais le débat sur l'inflation, lui, va rester aux États-Unis. Alors ça va être la question. Nous on a le sentiment que le risque inflationniste aux États-Unis, j'ai envie de dire, pour l'instant, est temporaire. C'est-à-dire que... on va avoir... Il est transitoirement temporaire. Voilà. Si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Pour l'instant, c'est transitoire. Pour l'instant, c'est transitoire. Non, mais je plaisante. Effectivement, c'est transitoire sérieux, parce que c'est hausse des matières premières, bien et puis sûr. problème de capacité, etc. Ouais. Donc voilà, grosse demande et tout. Oui. La pénurie ne va pas durer ad vitam aeternam. Après, il va y avoir... Et là, je dirais que tous les économistes sont d'accord. Pratiquement, et qu'ensuite, ma foi, l'inflation redescend parce que, la situation structurelle aux États-Unis et dans le monde est plutôt de faible inflation. Voilà, avec une inflation qui va persister un petit peu quand même, puisque quand on a eu 3 ou 4% d'inflation à un moment donné, on va quand même demander des hausses de salaire, donc on va aller sur 2,5, puis lentement sur 2. Mais moi, on a envie de poser la question, qu'est-ce qui se passera quand effectivement on va atteindre ces niveaux très élevés? Est-ce que les économistes ou les investisseurs auront toujours autant le moral au moment où en plus la Fed commencera peut-être à faire un petit peu de tapering pour dire vous inquiétez pas, pour l'instant c'est temporaire et transitoire. Il se peut finalement que l'assurance des marchés soit peut-être un peu plus transitoire. Soit aussi transitoire, je dirais, que l'inflation. Quand on verra l'inflation dans le blanc des yeux, comme disent les Américains, peut-être que les réactions seront un peu différentes. Voilà, on est près du train, là, on pense qu'il va s'arrêter, mais quand la locomotive arrive, d'un seul coup, on se dit peut-être je vais reculer un peu quand même. Voilà. Comment, Frédéric Rosier, comment vous voyez évoluer le débat sur l'inflation aux États-Unis, évidemment, qui sont en avance de phase et dans une situation différente de celle qu'on connaît en Europe? Je parlais en intervenant de marché, pas en économiste, en intervenant de marché. J'allais dire que quand tout le monde regarde d'un côté et tout le monde est convaincu de quelque chose, j'ai tendance à penser que la possibilité que les choses ne se passent pas comme prévu puisse se réaliser. Et quand j'entends le mot transitoire poussé de manière forte et que je vois par exemple une tension entre le PPI et le CPI, que je vois les prix sur l'immobilier aux États-Unis qui a des niveaux records, j'ai récupéré les chiffres quand même des matières premières parce qu'il y a des hausses assez significatives sur les matières premières. Le gaz, plus de 25%, le porc, 90%, le maïs, parce que vous savez qu'il y a un problème de sécheresse, 50% de hausse. Le cuivre aussi, 40 à 50% de hausse. Quand on pense qu'il y a une transition énergétique qui est en train de se mettre en place, il y a des matières premières qui ne peuvent pas baisser parce que la demande va exploser. Donc je pense qu'il y aura naturellement, structurellement, des tensions, plus derrière le changement climatique qu'on va devoir supporter. Donc je pense que structurellement, on va avoir une tension sur les prix. Même si demain la croissance mondiale se normalise, parce qu'on ne va pas soutenir le rythme de 5-6% de croissance tous les ans, vous dites le super cycle des matières premières, il sera guidé aussi par d'autres phénomènes, d'autres facteurs. Le prix de l'énergie, on n'a absolument pas investi comme il fallait sur l'énergie aujourd'hui pour fournir justement cette transition énergétique. Donc, je pense que globalement, oui, on va avoir une tension sur les prix. Les salaires, on peut parler des élections allemandes, mais c'est vrai que le programme vert propose, en tout cas dans les fondements du programme des Verts en Allemagne, qui est actuellement leader dans les sondages d'opinion, propose une augmentation de quasiment 30% des salaires. On connaît aussi les tensions salariales. Les tensions salariales qu'on a aux États-Unis et la volonté de certaines entreprises d'augmenter les salaires. On sait qu'on a la problématique électorale en France qui va arriver très très vite sur les salaires et je pense qu'on n'est pas du tout dans une histoire de baisse de salaire, au contraire. Donc je pense que tout ça fait qu'on aura, à mon avis, des mauvaises surprises sur le niveau de l'inflation. Le narratif de dire ok, l'inflation c'est transitoire parce que c'est lié à des phénomènes ponctuels. La boucle prix-salaire, vous dites... pas du tout. Oui, mais la boucle prix-salaire, elle peut se mettre en
route, oui, contrairement à... Je sais, j'entends, hein, tout le monde est d'un avis contraire. C'est pas encore un avis central, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je trouve que même structurellement, il y a des choses qui se mettent en place pour que le transitoire, au moins, puisse durer un peu plus longtemps. Que ce qu'on imagine aujourd'hui. Voilà, et qu'on forme peut-être un plateau dans ce cas-là, sur des niveaux relativement élevés de prix, et qui pousse effectivement la Réserve fédérale à agir dans ce sens. Donc attention quand même. Voilà, dans ce schéma-là, ce scénario de risque ou alternatif, Frédéric, qu'est-ce qui se passe avec des taux américains qui iraient, à mon avis, un plafond à 1,80, 1,85, je pense que le seuil de risque pour la Fed, c'est aux alentours de 2, 2,10, à mon avis. On est break-even, donc je pense que c'est vers ce niveau-là que la Fed pourrait intervenir, mais je pense qu'on va tester la Fed aussi dans ce cadre-là. Donc voilà, je suis plutôt à jouer. Honnêtement, une mauvaise surprise sur l'inflation, qui n'est pas forcément mauvaise d'ailleurs pour les actifs risqués comme les actions. Hein. Voilà. Oui, il y a des actifs actions qui peuvent profiter d'un phénomène reflationniste. Hein. C'est un peu l'idée dans laquelle on vit depuis quelques mois. On voit quand même que le chemin de crête est étroit entre les deux histoires. Alors Frédéric Rollin et puis Vincent Juvin. Ce qui corrobore ce que je disais, c'est vous allez voir dans les comités d'investissement des économistes qui vont vous dire voilà, non, l'inflation revient à 2,5, regarde, j'ai un modèle quantitatif qui nous dit que salaire, emploi, etc. Et puis vous allez avoir aussi des responsables d'investissement qui, au bout d'un moment, avec l'inflation qui remonte à 4 et qui a peut-être un peu de mal à redescendre, vont dire au fait, mais c'est quoi ton modèle? Est-ce que tu peux préciser, etc. La fiabilité. Donc on voit bien que ça risque de poser des difficultés. Mais bon, je pense que probablement ceux qui, à ce moment-là, restent sur l'idée que l'inflation, effectivement, est un phénomène transitoire, gagneront, mais peut-être en passant par quelques difficultés, notamment celle d'un test de la Banque centrale américaine. Vincent Juvin. Je me range du côté de Frédéric Rollin, mais voilà. Même si, en tout cas, je souscris à certains des éléments qui ont été décrits. Je pense que dans certains marchés de commodities, il y a des super cycles qui sont là et en puissance. C'est certainement tout ce qui touche à la transition énergétique. Cela étant, dans le même temps, et ça, je pense que c'est un phénomène de société, une tendance sous-jacente de notre économique qui est forte et qui est durable. Et il faudra en décoder, en tout cas, tout l'impact sur la croissance et sur l'inflation. Elle est également déflationniste. Le prix des renouvelables ces dernières années a été en chute libre par rapport au prix des énergies fossiles, à tel point que c'est une véritable alternative en termes de prix. On verra évidemment s'il y a moyen de continuer évidemment à investir aussi, en tout cas fortement dans ces matières que pour continuer à avoir ces baisses de prix, mais ça a été plutôt déflationniste ces dernières années. Mais l'inflation, c'est la clé. Alors, je pense qu'on a des modèles pour la croissance, on n'a pas de modèle pour l'inflation. Enfin, nous, en avons chez JP Morgan, c'est plus complexe. Sur cette matière de l'inflation, je pense qu'il y a une grosse période d'incertitude à court terme. À long terme, on connaît tous un petit peu ces éléments qui pèsent dessus, et qui, pour moi, à certains égards, ont été renforcés par la crise du Covid. Enfin, quelque part, il y avait cette idée que la globalisation est morte. La globalisation, elle sort triomphante de la crise du Covid. Enfin, je le pense sincèrement. Les échanges commerciaux sont repartis, effectivement, de manière très atypique dès la sortie de crise. Hein. Voilà, il y avait cette idée que les technologies, c'était quelque chose de déflationniste. Nous ne luttons pas contre des hommes en chair et en os ou des femmes, mais contre l'automatisation de nos fonctions. C'est encore l'adoption de la technologie a été renforcée. On prête au vieillissement de la population, je dirais qu'en tout cas un élément déflationniste, il n'a pas été changé par le Covid. On ne va pas rentrer dans les statistiques, mais c'est quelque chose qui demeure d'application. Donc je dirais que moi j'ai du mal à 3, 4, 5 ans à voir cette inflation perdurer. Cela étant... Je parlais d'un point de vue plutôt d'un temporaire conjoncturel qui serait beaucoup plus long, pas effectivement d'un grand cycle d'inflation. On n'est pas dans les années 70. Mais je pense qu'on peut être temporairement sur un plateau assez long qui pourrait provoquer éventuellement des désordres sur les marchés. Maintenant, la vraie question, et je reprends ma casquette alors d'intervenant de marché, pour les investisseurs, finalement, que j'ai raison ou que Frédéric ait raison, dans les deux cas, je pense qu'il faut réellement être sur des actifs à risquer. Et la question du pic sur les marchés d'actions, je dirais, c'est difficile d'aller à l'encontre de la dynamique sur les marchés d'actions. Il n'y a pas d'alternative, en tout cas pas d'alternative qui protège de l'inflation à court terme. Cash, duration sont pas des options. Cogé ou tort, raison sur l'inflation. Donc il faut continuer à être sur ces éléments-là pour les mois à venir. Et je pense que par rapport à cette idée du pic, si on est investisseur à moyen et long terme, je pense que les entreprises trouveront des stratagèmes
pour refidéliser leur actionnariat. Or, si bénéfice il y a capacité à racheter les actions propres, à augmenter les dividendes. On aura sans doute, dans les quelques mois qui viendront, on ne va plus parler de finalement croissance sur les marchés, mais de nouveau la valeur rendement des actions et autres. Ces thématiques rendement vont revenir un peu à l'avant-plan quand les marchés sont plus sur une phase de plateau. Concrètement, parce que là, un petit tour de table sur la stratégie d'investissement, on est parti quand même de l'idée qu'on était peut-être sur un pic d'activité aux États-Unis notamment, avec tout ce qui peut s'en suivre sur la dynamique de marché. Le fond de l'histoire, c'est quand même, vous dites, il ne faut pas lâcher les marchés actions aujourd'hui. Sur le court terme, néanmoins, est-ce que c'est des marchés qui sont un peu fragiles aujourd'hui ? Je ne sais pas quelles sont les positions d'investissement aujourd'hui que vous recommandez chez JP Morgan. Et puis, même question pour vous deux, Frédéric. Très clair, et réellement, et pour tous les clients français qui nous écoutent, donc on est long action chez JP Morgan Asset Management actuellement dans tous les mandats et fonds diversifiés. C'est une conviction qu'on continue à défendre. Alors, ce que feront les marchés dans le mois, 2 ou le trimestre à venir, je suis bien en mal, en tout cas de l'exprimer, mais en tout cas je ne vois pas d'alternative sur les marchés qui nous protège mieux contre ce risque inflationniste à court terme. Les actions sont pricées pour la perfection, mais elles offrent cette perfection jusqu'ici. Enfin, c'est, quand on voit les chiffres, on se demande combien de temps ça va tenir, mais en tout cas la perfection est là, donc on ne peut pas dire qu'il y ait une bulle en la matière, puisque quelque part il y a des réalités sous-jacentes qui justifient des prix qui sont plus élevés que les moyennes historiques. Je n'ai pas d'alternative sur la duration, parce que je pense que moi je verrais même le seuil critique plus alentour de 2,5 pour le seuil un peu où la fête, où les investisseurs reviendraient sur les taux, donc il y a encore quand même des capacités de déconvenus importants. Le petit retour de 1,75 à 1,50, 55 sur le 10 ans américain, c'est pas un mouvement prolongé, vous dites ça. Je serais acheteur de duration US si on passe à 2,5. D'accord, 2,5. Et là, je pense qu'on reverra vraiment un mouvement stop. Parce que bon, si on regarde sur le forward d'inflation, on sera plus sur des taux réels à partir de 2,5. Le cash, dans plein de pays européens et autres, le cash, c'est soit de zéro, soit de négatif, c'est pas une option. Donc l'action reste évidemment l'actif phare actuellement. Frédéric Rosier. Alors sur du court terme, honnêtement, on va dire neutre, peut-être légèrement moins quand même. Neutre, prudent. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on le voit sur le marché, je trouve qu'il y a des prises de bénéfices qui sont opérées. C'est ce que vous disiez sur les résultats. C'est stratosphérique, ça bat le consensus à plate couture. Et on achète un peu les trucs tarte à la crème, comme le luxe, des trucs qui offrent de la visibilité, mais voilà, on ne prend pas trop de risques. Et par contre, c'est vrai que des cycliques qui ont bien performé, on prend des bénéfices. Donc, je trouve qu'il y a plein d'indicateurs techniques aujourd'hui. L'automobile, le secteur automobile, c'est bien calmé quand même ces dernières semaines. On a perdu 10-15% sur les points hauts. Donc, je vois plein d'indicateurs techniques qui laissent supposer quand même que le marché pourrait se contracter en gardant le même optique, vraiment positif sur l'année. Mais sur du court terme, honnêtement, on va dire sur les 2 mois qui viennent, je vais me mouiller un peu. Je pense qu'entre 5 et 10% de baisse, ça ne serait pas étonnant et ça ne casserait pas forcément la dynamique haussière du marché. Mais je pense, en fonction des poids aussi de la rotation sectorielle. Bien sûr. Mais je vois par exemple, il y a un repricing en ce moment sur des secteurs financiers, de l'assurance par exemple, qui se reprice un petit peu. Donc il y a encore des secteurs sur lesquels il y a encore du potentiel de hausse sur du court terme, mais on commence à épuiser, à mon avis, le potentiel court terme sur certaines thématiques. Donc, au gré de cette rotation sectorielle, je vois bien quand même un marché de baisser de les minimum 5% dans les prochaines semaines. Bon. Ça, c'est le moment tactique, effectivement. Vincent ? Je veux bien admettre que ça fait partie, en tout cas, des scénarios possibles. Est-ce que, du coup, pour les investisseurs, c'est pas le moment de revenir une fois bien sûr. Voilà. Ce sera un buy the dip. Ce sera un buy the dip. De toute façon, pour l'instant, le marché, ça fait structurellement et buy the dip. Donc, voilà. Du coup, de ce côté-ci de la table, je pense que les avis s'accordent un petit peu. Frédéric Rollin, sur la stratégie d'investissement. Alors, à court terme, là, tactiquement, on est parti de l'idée que c'était peut-être un peu tendu. Est-ce que vous confirmez effectivement dans votre stratégie qu'il il y a matière à s'alléger un peu, et puis où est-ce que vous avez encore envie d'être positionné aujourd'hui dans les portefeuilles pour le compte des clients, bien sûr? Nous, effectivement, on vient de prendre des bénéfices sur une position acheteuse qu'on avait depuis le début de l'année. D'abord, les marchés ont quand même bien performé. Je disais tout à l'heure, on a quand même du mal à savoir ce qui pourrait mieux se passer. Les investissements, en tout cas en termes économiques, peut-être en Europe, peut-être au Japon, mais en tout cas sur les marchés, les gros marchés comme le marché américain, ça devient difficile de trouver comme ça des bonnes nouvelles surprenantes. On commence même à avoir parfois des nouvelles moins bonnes, comme l'ISM. Et puis on se dit, attention quand même, la Banque centrale américaine pourrait commencer, là elle est quand même ultra accommodante,
la croissance est forte, l'inflation reprend, elle continue d'acheter des obligations, ça nous semble vraiment un peu en dehors des clous. Donc à un moment donné, il va falloir qu'elle revienne. Et les bonnes nouvelles économiques risquent de devenir des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire on va dire, le chiffre de l'emploi est bon. Ah ben non, dommage. Les marchés baissent parce que, eh bien, ça veut dire que la Fed va accélérer son tapering éventuellement. Si l'économie américaine crée plus d'1 million d'emplois en avril, ce qui est tout à fait possible, on aura le chiffre vendredi, ce qui est largement possible. Et plus on ira au-delà de ce qui était attendu, plus le marché sera peut-être refroidi par cette idée d'une économie en sur-régime. Voilà, l'inflation n'est temporaire qu'à partir du moment quand même où si on atteint des niveaux d'emploi très très solides, à ce moment-là quand même, on a un refroidisseur. Si on n'a pas ce refroidisseur-là, eh bien, du coup, là, on peut se poser la question de l'inflation et ça devient... Alors, il faudrait peut-être acheter les marchés actions à ce moment-là, mais nous, on a quand même le sentiment que la Fed voudra garder un certain contrôle de l'inflation et qu'il y aura cette pression économique. Donc, attention à ce niveau-là. Et c'est un peu comme les marchés asiatiques il y a quelques mois. On arrive peut-être au pic. Donc, on reprend nos bénéfices. On ne se met pas vendeur. On n'a pas ce courage-là pour l'instant parce que, eh bien, il y a un total manque d'alternatives. Donc, peut-être une correction de 5 à 10% pour revenir acheteur. Et sinon, sur nos actions, on a une préférence aujourd'hui pour le Japon, parce que lui, pas trop cher, avec des bonnes nouvelles économiques à venir, et puis un marché qui est très très lié à l'investissement. Et voilà, à la suite d'une croissance bénéficiaire plutôt solide, on a, et on le voit déjà d'ailleurs, des fortes reprises de l'investissement. Ça peut être un marché intéressant de ce point de vue-là. Et est-ce que vous avez cité l'Asie d'un mot? C'était le grand trade de 2020. Est-ce qu'il est déjà temps de se poser la question de revenir peut-être sur ces marchés émergents, enfin Chine, Asie en l'occurrence, ou est-ce que c'est pas encore la question à ce stade? Alors, je dirais d'une façon stratégique, pour nous, c'est un marché qu'on aura envie de surpondérer de façon systématique tous les jours. Voilà, parce que il y a véritablement, c'est vraiment un endroit où la croissance est très forte, le potentiel est très fort, mais là, je ne vais pas redévelopper ça. D'une façon, je dirais, plus tactique, c'est pas forcément aujourd'hui qu'on a envie d'en remettre, tout simplement parce que le cycle de liquidité est plutôt encore en défaveur des marchés actions. Il nous reste 5 minutes, Frédéric Rosier. Je voulais qu'on dise un mot quand même du procès de l'App Store, puisque c'est quand même bien le sujet traité depuis aujourd'hui par une juridiction américaine de Oakland, en Californie, avec les accusations qui ont été mises en avant par Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite. Il y a une petite bataille entre Apple et l'éditeur du jeu Fortnite, puisque Apple a même retiré le jeu Fortnite de son App Store. C'est tout le sujet, c'est le procès de l'App Store, et visiblement, ça va être quand même un jugement qui fera date peut-être dans l'histoire. Et Dieu sait si des procès entre Apple et d'autres, on en a vécu ces dernières années. Généralement, on en parle assez peu. Là, c'est un procès qui pourrait marquer l'histoire. Et de géants. Tencent et Apple, on est sur des géants technologiques américains et chinois finalement qui s'opposent. Et donc la question, il y a beaucoup d'attaques aujourd'hui autour d'Amazon, d'Apple, Google. On a l'impression quand même que la pression, que ça soit aux États-Unis, en Europe et même en Chine, elle commence à devenir forte. Donc effectivement, le problème d'Apple, c'est son Apple Store et le fait qu'on est dans un système totalement fermé aujourd'hui, propriétaire. Et quelque part, la question, c'est la concurrence aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, on peut continuer avec un système fermé comme ça? Ce qui est marrant aussi sur l'Apple Store, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de votre contenu. Ce qui est une absurdité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez un contenu, vous êtes dépendant d'Apple Store et vous n'êtes pas propriétaire des contenus, notamment musicaux. Donc tout ça sur la propriété, sur l'ouverture au marché, pose d'énormes problèmes. Donc je pense effectivement que ce procès est important parce que ça peut casser quelque part le système, mais plus globalement beaucoup de GAFA. On voit que Facebook est en train de revoir aussi son système économique et voudrait passer dans un modèle payant. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'ouvrez pas vos données à Facebook comme la loi vous l'autorise, il y aura un surcoût. Ouais. Donc on arrive peut-être un petit peu à la limite d'un système pseudo ouvert, mais en réalité qui était payant, dans lequel il va falloir effectivement trouver un nouveau système économique. Donc attention, je pense que ça peut avoir des conséquences aussi sur la valorisation d'Apple, parce que Apple, on le paye pourquoi ? Aujourd'hui, c'est que le revenu d'Apple est déjà connu avant que l'année commence finalement par le contenu d'Apple Store. Et donc, si on arrive... Un miracle économique, disait Tim Cook il n'y a pas très longtemps. Amazon, c'est la même chose. Aujourd'hui, les abonnements premium d'Amazon vous fait déjà le chiffre d'affaires de l'année. Donc, la question, c'est effectivement, si vous commencez à casser ce système-là, vous
casser aussi la visibilité que vous avez auprès des GAFA. Vous savez que les GAFA aujourd'hui, c'est le blue chip américain, c'est-à-dire que c'est le General Electric des années 80, c'est-à-dire des sociétés aujourd'hui installées qui génèrent du cash flow, forte visibilité. Donc si vous cassez un peu ce modèle-là, je pense effectivement que ça peut tanguer quand même sérieusement. Jusqu'à présent, la défense d'Apple sur ce sujet a jamais été pris en faute. C'est-à-dire que, bon, au-delà du fait que ce soit un système fermé, ça c'est sûr, vous allez chez Google, la plateforme de téléchargement de Google, Android. Sur Android, vous pouvez avoir accès à d'autres plateformes de téléchargement que la seule plateforme de Google. C'est pas le cas chez Apple. Sur les 30% qui sont pris effectivement aux développeurs, Apple a toujours cette ligne de défense qui est de dire c'est de l'argent qui est réinvesti dans la plateforme. Ah bah oui, mais alors on verra. Peut-être qu'on aura le modèle, la transparence du modèle économique de l'App Store à travers ses audiences. Peut-être qu'on aura des chiffres qui n'ont jamais été communiqués. J'en sais rien, mais cette défense-là, pour l'instant, elle a toujours tenu. Oui, mais après, ce modèle qui effectivement prend quand même des royalties relativement importantes sur les développeurs est quand même assez unique comme système. C'est comme si ça revient à dire aujourd'hui, vous achetez une télé, mais par contre, vous n'avez pas le droit de regarder les chaînes que vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le Apple qui est propriétaire de la diffusion, c'est-à-dire qu'il l'autorise ou pas dans l'Apple Store. Il est jugé parti. Il est jugé parti. C'est quand même quelque chose d'assez unique, honnêtement, si on considère que c'est un média. On n'imagine pas aujourd'hui un fabricant de radio ou un fabricant de téléviseur choisir le programme qui vous est destiné. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ça qu'on doit remettre un petit peu en question dans ce type de procès. C'est oui ou non, est-ce que Apple est propriétaire de son écosystème ? Et à l'inverse, on imagine si le verdict à terme est favorable à Apple, c'est un renforcement. de position c'est terrible. ça, c'est un renforcement de l'App Store, du modèle économique d'Apple qui devient indéboulonnable. Droit de vie et de mort sur notamment les producteurs de jeux vidéo, hein. C'est clair, ou de contenu. Bon, je sais pas si ça inspire un petit commentaire pour conclure l'émission. Vincent, Frédéric. Je note que le business model d'Apple est répliqué par toutes les entreprises aujourd'hui. C'est l'économie de l'abonnement. Aujourd'hui, dans votre supermarché, votre magasin de café, votre abonnement TV, que sais-je, cartouche d'encre. Oui, mais ça a été ouvert. Par exemple, le café aujourd'hui, vous pouvez mettre du Nespresso, vous pouvez mettre les cartouches. Ça a été ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une règle qui a autorisé, il y a une loi qui a autorisé la possibilité de mettre des cartouches autres que Nestlé dans les Nespresso. Il n'y a pas que les jeux d'Apple dans l'App Store non plus. Non, voilà. Au-delà de ça, je pense que sur les GAFA, la rentabilité, la fiscalité et la rentabilité va être affectée dans les prochaines années. Maintenant, de notre point de vue, ça ne remet pas du tout l'utilité des GAFA en termes de briques de portefeuille. Par rapport aux questions du moment sur la place des technos dans les portefeuilles, chez nous, clairement, on a envie d'être long, comme Frédéric le disait, sur les GAFA un peu tous les jours. Bon. Frédéric Rollin, pour conclure, oui, ça reste un compte. Je dirais avec des soucis de long terme essentiellement, mais effectivement, c'est quand même des très très belles croissances sur des business models qui sont aujourd'hui absolument imparables. Donc oui, je pense qu'ils auront peut-être à terme des problèmes d'antitrust, notamment des problèmes de sécurité de données ou ce type de procès, mais je crois qu'à court terme, ça reste quand même des très belles croissances. De croissance pour les ventes des GAFAM qui ont publié sur le premier trimestre 2021 versus le premier trimestre de 2020, et c'est même en croissance par rapport au premier trimestre de 2019. Donc le temps que tout ça soit joué. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management, Frédéric Rollin, Pictet Asset Management et Frédéric Rosier, Mirabeau et compagnie.